Bienvenue tout le monde, aujourd'hui c'est la Fureur du Dragon 2 et avec Bruce Lee. Ça va être la prise numéro 2. Oui, tout à fait. Parce que comme l'épisode précédent, on a fait de la grosse daube. Et y a rien qui a marché. De la merdasse. Et on a jeté l'épisode... parce qu'on nous entendait pas. Au fond des chiottes. Ouais, ou on a fait juste supprimer quoi. Oui. C'est pour imaginer vraiment que c'était de la grosse merde quoi. Et donc du coup là on enregistre une semaine après. Ouais, donc c'est plus un visionnage à chaud là, c'est un visionnage congelé, très très froid. Ouais, là c'est plus on est passé de tiède à congelé. Ouais, donc désolé. Alors parce que t'as oublié un petit truc quand même. C'est quoi? C'est l'épisode 20. Je l'ai dit? Non. Et c'est l'épisode 20. Voilà, donc 20e épisode. Moi je fais une mini parenthèse mais juste pour vous dire merci parce que franchement, on pensait pas en être là au 20e épisode. Moi je pensais pas qu'on allait avoir autant de gens qui nous font des commentaires, qu'on ferait des hors-séries, qu'on vous inviterait sur le podcast. Donc merci pour votre écoute et votre fidélité, franchement ça fait trop plaisir. Et ouais, moi l'épisode 20 je l'imaginais mais vraiment dans un an et demi quoi. Ouais, au départ c'est vrai qu'on avait tablé sur on fait un épisode par mois, un truc comme ça, tout, donc, alors que là on en est 6e 4 mois. Mois. Ouais. On rentre dans le 6e mois et puis on est à 20 épisodes sans compter les hors-séries et les invités. Donc c'est top. Ça fait trop plaisir. On kiffe, on adore ça, on va continuer longtemps. Ouais. Donc vous allez nous supporter encore longtemps. Très longtemps, à part si vous désabonnez. Vous avez le droit. Ouais, non, vous n'avez pas le droit, vous restez. Parce qu'il y aura plein de trucs bien. Ouais, c'est vrai. Et j'ai hâte de parler de plein de trucs bien. Moi, j'ai hâte qu'on continue à faire plein d'autres films. Ouais. Donc voilà, épisode 20 déjà, franchement, c'est un cap. C'est clair, franchement, c'est un cap. 20, je me dis, c'est presque surréaliste. Ouais, franchement, je m'y attendais pas. Et quoi de mieux de parler d'une légende en plus. Franchement, c'est trop bien tombé. C'est trop bien tombé. Ouais. On parle de Bruce Lee. Et comme je l'ai dit fin d'épisode précédent, je me suis foiré. Je voulais mettre la Fureur de vaincre, mais dans la liste, j'ai mis la Fureur du Dragon. Comme ça, on verra les deux. Mais voilà. Et c'est pas grave. Du coup, on va pas regarder la Fureur du Dragon parce qu'on l'a déjà vu il y a une semaine. Et on va essayer d'en parler. Le mieux possible. Et désolé si on oublie plein de choses. Pourtant, on avait fait un super épisode, je trouve. Ouais, franchement, c'est bien. On avait fait un super épisode. Bon, tous les épisodes, ils sont bien, de toute façon. Bien sûr. Sans fausse modestie. Exactement. Non, mais il faut comment dire. Donc, c'est parti. On va essayer d'en parler. Ouais. Le mieux qu'on peut. Générique. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Alors bienvenue à toutes et à tous. Comme on vous l'a dit, on a regardé le film il y a une semaine. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la Fureur du Dragon, petite bande-annonce. Bruce Lee affronte les plus grands spécialistes mondiaux. Chuck Norris, 7 fois champion du monde de karaté. Bob Wall, champion du monde professionnel, et Wang Ying-sik, 7e dan de Aïkido. La Fureur du Dragon. Vous assisterez au plus grand combat moderne de tous les temps, dans la plus grande arène antique, le Colisée de Rome. Voilà, à base de wata et de tout ce que vous voulez et de coups de pied dans la tronche, Céline va nous résumer la Fureur du Dragon comme elle le peut. Ouais, donc c'est l'histoire de Tang Lung qui est hongkongais, qui est envoyé par Wang, l'oncle du personnage principal féminin qui s'appelle Chen, qui habite à Rome et qui travaille dans un restaurant. En fait, elle veut pas vendre son restaurant et donc il y a un peu la mafia italienne qui vient ruiner son restaurant, virer tous les clients, des trucs comme ça. Donc, elle a appelé son oncle pour lui dire j'ai besoin d'aide et Bruce Lee vient pour tataner la bouche des méchants mafieux italiens et sauver le restaurant. Bah oui, tu veux qu'il fasse quoi à part tataner des bouches? Je sais pas. Il est pas là pour faire du tricot. Hein. Bon, c'est pas le tricot, c'est bien. Hein. C'est bien, mais pas. Il peut faire du tricot et balancer un coup de pied dans la bouche. Bruce Lee, il est pas connu pour ça. Hein.
Il est là pour casser des gueules et c'est tout. Ouais. Et il le fait très bien. Donc moi, comme je mets un petit bémol tout de suite, comme j'avais dit dans l'épisode qu'on avait enregistré, c'était que en fait moi j'ai vu aucun Bruce Lee et j'avais un petit peu peur de regarder un Bruce Lee en 2024 avec un regard de 2024 sur un film qui est des années 70 et un film qui en plus est fait et avec la légende de Bruce Lee. Donc voilà, il y avait un peu de la pression derrière de dire est-ce que tu vas aimer est-ce que une je vais légende être critique ou pas, choses comme ça. Et donc moi j'ai passé un bon moment, franchement. Et je suis content de le réapprendre. Bah ouais. Et ouais, je suis pas très bon acteur. J'aurais pas pu faire jouer la joie tout de suite comme ça, spontanément. Donc oui, c'est vrai que tu m'avais dit que t'avais bien aimé ce film. Et j'en suis très ravi parce que moi-même, je t'avais un peu mal vendu le film. Parce que je t'avais dit que moi, La Fureur du Dragon, c'était pas un film qui était resté dans mon cœur, en fait. Ouais, que c'était un peu le truc oubliable. Ouais, c'était un truc un peu oubliable parce que j'avais gardé ce film un peu hybride sur comédie action et que j'aime bien par exemple dans le cinéma de Jackie Chan à certains moments, pas tout le temps parce qu'il y a beaucoup de merde. Quand j'ai découvert celui-là, ça m'avait fait un peu drôle, surtout que alors j'ai pu la chronologie dans laquelle je les ai regardés à l'époque, mais moi il me semblait que je les ai regardés bien après, par exemple Big Boss, La Fureur de vaincre ou même Le Jeu de la mort, je crois, et Opération Dragon. Je crois que c'est vraiment dans les derniers que je l'ai regardé. Et ça m'avait un peu choqué, je me suis dit, pourquoi il y a ces petites c'est ces petites envolées de comédie qui déjà là, à l'époque je trouvais que ça avait pas mal vieilli. Ouais, et dans sa chronologie, dans sa filmographie, il arrive au début ou en fin de carrière? En début. Alors son premier film c'est Big Boss. Ouais. Le deuxième c'est La Fureur de vaincre ou Le Fureur du Dragon. Je crois que les deux sont faits la même année. Ok, d'accord. Et donc voilà, il est dans ces eaux-là. Mais c'est pas pas ses premiers films. Il avait bien avant ses 5 films les plus connus entre guillemets. Il avait une carrière un peu de second couteau aux États-Unis. D'accord. Il a joué notamment dans la série où il avait le premier rôle, enfin le second rôle, mais dans Le Frelon Vert, la série Le Frelon Vert qui était sortie dans les années 60, où il avait un gros rôle dedans. Et c'est le rôle qui l'a fait un peu connaître. Ouais, qui l'a lancé dans le cinéma après derrière. Il l'a lancé dans le cinéma, même si avant il avait fait pas mal d'apparitions, il avait fait quelques caméos. Je crois qu'il avait fait une caméo dans la série Batman de l'époque. Ok. Et il a fait plein de petites apparitions à gauche à droite, mais rien de bien folichon. Et sa vraie carrière, elle a commencé entre guillemets avec Frelon Vert dans la série et avec Big Boss en 71. Et après, il a enchaîné après avec La Fureur de vaincre, La Fureur du Dragon la même année. Après, si je dis pas de conneries, c'est Opération Dragon et Le Jeu de la mort où le film a été inachevé parce que le monsieur est mort beaucoup trop jeune et ce qui est dommage. Ouais, il donne pas son âme. Voilà. Donc très courte carrière finalement entre 71 et je crois que Jeu de la mort c'est 73 ou 74. Donc les 5 films, il les a fait très rapprochés. Le Jeu de la mort, c'est 78. Non, ça doit être la version finalisée par... Ah, c'est la posthume. Ouais. Ok. Parce que j'ai l'impression, je sais même pas à quelle année il est mort. Non, le film il a été tourné en 73, 74, je ne sais plus. Je crois il a eu plusieurs montages. En fait, t'as eu on va dire un montage posthume, où justement c'est sorti au cinéma, il est sorti tel quel. En fait, le film avait fait un peu débat parce que c'était pas la vraie vision de Bruce Lee. Ok, d'accord. Alors d'après ce que j'ai entendu sur un autre podcast qui est High-Kick, où il y a une personne qui était venue, Max Pereira, je crois que c'était lui qui était venu en parler, et qui avait parlé justement d'une version entre guillemets documentaire, si je dis pas de bêtises, où il y a une version qui existerait, qui a été montée à partir des images qui a été faite par Bruce Lee avant sa mort. Et donc il existe une version avec la vraie vision de Bruce Lee que je n'ai jamais vue, et du coup qui m'intéresse énormément. Et je ne connaissais pas du tout l'existence de ce film-là, et je l'ai appris justement par Max Pereira dans ce podcast-là. Donc c'est peut-être un film que je vais mettre dans la liste, parce que ça serait peut-être intéressant qu'on le regarde dans le podcast et qu'on en parle derrière, surtout que maintenant on a ouvert le bal avec Bruce Lee. Donc ça peut être pas mal intéressant. Et pour le coup, pour revenir à mon visionnage de mon second visionnage, parce que je l'ai vu, c'est que la deuxième fois que je le vois, et j'ai passé un très très bon moment. Ouais, non, franchement,
Et c'est un bon film de divertissement. Et il y a je trouve qu'il y a quelques moments audacieux de la part de Bruce Lee, parce que faut rappeler aussi que c'est le premier film réalisé par Bruce Lee dans son entièreté. Et je trouve que pour un artiste martial, un artiste qui, voilà, bon, même s'il a eu sa formation en comédie aux États-Unis, voilà, il a pas mal bourlingué quand même. Je trouve que dans sa réalisation, il est assez juste, assez propre. Mis à part les moments de comédie qui pour moi n'a pas sa place dans le film, même si à certains moments je peux comprendre pourquoi il a voulu mettre ça, peut-être un peu légèreté. Ouais, certainement. Après moi franchement un truc que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que contrairement à d'autres films d'arts martiaux que j'ai vus où il y a de la comédie, où ça va vraiment être gaguesque et surjoué, des choses comme ça volontairement, et sur des films qui fonctionnent. Là, on est un peu plus sur l'humour de situation et un peu plus écrit. Donc effectivement, c'est plus un humour qui va marcher, je pense, aujourd'hui. Mais moi, ça va quoi. Ça fonctionne. Ok. Moi, c'est pas la meilleure partie du film. Ouais, mais après moi, c'est un peu l'humour à la hongkongaise, à la cantonaise, que c'est un humour que j'arrive pas à cerner, en fait. C'est un humour qui marche pas trop sur moi. Même par exemple sur un film comme Combat de maître, que j'adore, que je porte vraiment très haut dans le cinéma d'arts martiaux hongkongais. Les répliques de comédie dans le film, ça me fait toujours un peu grincer des dents, quoi. Ouais, après en même temps la comédie c'est vraiment ça marche vraiment avec la culture en fait, c'est-à-dire que mais là tu soulèves un très bon point, parce que par exemple dans la même culture, moi il y a quelqu'un qui fait de l'humour que j'adore énormément, c'est Stephen Chow. Ouais. Shaolin Soccer. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de films de Stephen Chow, mais pour les plus connus, Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu, ça a marché sur moi. Bon baiser de Pékin, ça a marché sur moi. J'en ai vu peut-être 2-3 autres derrière qui étaient moins bons, mais dans l'ensemble, en fait, son humour fonctionne, en fait. Je sais pas si c'est typiquement l'humour hongkongais, ou s'il a pris des influences un peu à gauche à droite pour faire... Je saurais pas dire, parce que les films sont beaucoup trop loin dans mon visionnage, mais là, quand j'en parle tout de suite, ça a marché. Ouais, carrément. Donc... Moi, je sais pas pourquoi, mais je trouve que... alors c'est peut-être complètement tiré par les cheveux, mais moi Stephen Chow, ça me fait penser au Monty Python, quoi. Tu vois, le côté un peu pareil, écrit mais avec des situations absurdes. Moi, c'est de l'absurdité des fois, des trucs qui me fait marrer, quoi. Mais c'est vrai qu'il a de très bonnes scènes à chaque fois où vient chercher de l'absurde là où il en a pas besoin, mais il arrive toujours à le mettre avec intelligence. Et pour le coup, je trouve que son humour fonctionne bien, contrairement à d'autres. Même si, par exemple, j'avais souvenir qu'avec certains films de Sammo Hung, ça pouvait marcher, mais je trouvais ça souvent très lourd, ou voire pas gras, tu vois, mais je tombe à plat, quoi. Je saisis pas le sens de l'humour, en fait. Peut-être, comme tu dis, c'est juste un parti pris culturel. Bah ouais, mais après c'est que surtout l'humour c'est censé te faire référence à des trucs en fait. Donc il y en a où ça va être un peu universel et donc ça va fonctionner dans tous les pays, mais il y en a où effectivement d'un pays à l'autre ça fonctionne pas du tout. C'est clair. Donc bon bah pour revenir un peu au film. Ouais, quand même. Donc la fureur du dragon, ça a quand même une grosse résonance dans la vie de Bruce Lee, parce que c'est un peu le reflet de son parcours aussi. OK. Tu vois, le fait qu'il ait quitté très jeune aussi Hong Kong pour aller vivre aux États-Unis, tu vois, le côté où tu vas découvrir une nouvelle culture, barrière de la langue, tout ça, là il le met très bien dans ce film-là, parce que là on l'a pas dit, mais si on l'a dit que ça se passe à Rome, et tu l'as dit dans le pitch, mais là t'as le film qui s'ouvre en fait sur une scène où Bruce Lee est à l'aéroport, donc il se retrouve, nous on l'entend avec les voix haut-parleurs que on est en Italie, que lui il est là tout seul en train d'attendre quelque chose, et t'as des personnes autour de lui qui le regardent parce que déjà peut-être c'est le seul asiatique, le seul asiatique qui est habillé en plus en tenue traditionnelle entre guillemets de l'époque, quoi, et les gens sont un peu attrayés par lui, et puis lui il est un peu tu sens qu'il est un peu là, mais il dit je vais pas trop bouger, je vais pas faire grand chose, parce que là il y a une énorme différence culturelle que je maîtrise pas tout de suite, donc je vais essayer de me faire tout petit. Ouais, et puis il y a alors nous c'est vrai qu'on l'a vu en français et donc on perçoit moins, je pense, la différence de la barrière de la langue et donc la différence aussi culturelle. Mais tu la sens quand même. Il y a la scène de la banque qui est assez marquante où justement donc Chen va faire l'interprète entre le banquier
et Bruce Lee. Mais sinon, en fait, il y a plusieurs moments où, notamment avec le mafieux de départ, italien, où au départ, quand ils se rencontrent, en fait, on sent qu'ils se comprennent pas. Ouais. Donc, dans le discours, comme ils parlent tous les deux français, ça se perçoit pas, ça se perçoit plus par le langage corporel. Mais je pense que là, pour le coup, sur un film en VO, ça aurait été plus marqué, où on les aurait entendus parler italien et lui hongkongais. Ah ouais, je pense que t'as raison. Bon, après, nous, on voyait tout de suite la différence culturelle quand même. Parce que oui, ça se voit même en français, mais je pense que ça aurait été vraiment plus marqué en VO. Mais je pense que c'est un truc qu'il a voulu marquer dans son film. Justement, tout ce côté différence culturelle, et je trouve que ça marche très bien. Et tu vois tout de suite, en fait, il reprend de ses couleurs, de son aisance, quand il arrive justement dans le restaurant chinois, où tous les employés sont chinois, le patron est chinois, et là, tu vois que ça y est, là, il revit. Il a l'impression d'être à la maison. Ouais. Et qu'en dehors de ça, tu vois, tu sens qu'il est complètement perdu. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les phases un peu prise de vue large sur Rome. Ouais, bah la scène d'intro où ils arrivent, effectivement, c'est tu sens que c'est un peu la scène touristique où on te montre tous les grands monuments mais je trouve de Rome. Je trouve que ça c'est très parlant parce qu'en fait ça te montre plan large assez haut, on te montre un peu le trafic à Rome, toute la grandeur et lui tu sais tout petit au milieu de tout ça, tu sens que je suis là, j'ai pas le choix, mais tu sens que ok, je vais essayer de survivre dans ce monde-là, puis d'essayer de faire de m'adapter à une différence culturelle qui est énorme quand même pour lui. Et je pense que c'est un truc qu'il tenait énormément à cœur justement avec sa propre vie. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a écrit ce film et qu'il a réalisé ce film, parce que c'est peut-être un sujet qui lui tenait énormément à cœur. Et je trouve qu'il l'a très bien fait. Et encore une fois, après, c'est dommage pour les petits moments comiques qui tombent un peu à plat de temps en temps. Mais en fait, ce qui tombe à plat, c'est les petits bruitages, tu sais, les petites musiques, tu vois, les petits... les bruitages, ils y vont à fond, hein. Ouais, dans l'épisode précédent, j'avais fait exactement les mêmes bruits, parce que j'avais les bruits en tête, mais là, je les ai plus. Mais les bruitages, voilà, ça va un peu loin, c'est un peu Ben Hill, quoi. C'est, en l'exagérant. Mais je trouve qu'il savait pas sa place dans ce film-là. Je pense qu'il a voulu faire aussi, peut-être niveau culturel, il a peut-être voulu pousser le truc aussi en disant, je vais apporter aussi cette part d'humour-là à l'européenne, en fait. Ouais, peut-être, ouais. Vu que, justement, je parle de Ben Hill, ou ça peut être Mr. Bean, ça peut être plein de choses. Bon, c'est sorti bien après, hein, mais, pour Mr. Bean. Ben Hill, c'est avant, je crois. Je pourrais pas te redonner les dates. C'est avant. J'ai un doute. J'ai pas travaillé, là. Je peux pas dire, et puis je vais pas m'avancer. Et donc, je pense qu'il s'est vachement inspiré de la culture, européenne pour l'instaurer dans son film-là. C'est peut-être pour ça que ça marche pas aussi, hein. Peut-être que s'il y a un humour qu'il maîtrise pas, déjà pour le côté européen, et qu'il a voulu l'instaurer quand même, peut-être il y a je sais pas, là je suis en train de réfléchir tout seul en fait, je suis en train de réfléchir à voix haute. Moi je sais pas si c'est des bruitages vraiment liés à l'époque ou au genre et au pays, les deux. Parce que pour le coup j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de films de cette époque-là où en gros le bruitage est devenu assez présent. Mais là, c'est vrai que, surtout en 2024, quand tu regardes, tu fais, c'est vraiment, ils s'en fait plaisir, quoi. Il y a des fois, c'est un peu trop, Oui, sur plein de trucs. Puis ça fait surjouer après, pour le coup aussi, hein. Tu vois, moi, le côté surjeu de Bruce Lee, j'aime beaucoup. Tu sais, dans ses mimiques, dans pas mal de choses, en fait, où tu vois, il est hyper attachant quand il est gêné, quand tu vois, il sourit un peu avec un air béat, tu vois, ça marche, tu vois. Bruce Lee, franchement, il rayonne dans le film, quoi qu'il fasse. Ouais, c'est vrai. Par sa présence, il est là et tu dis oui, voilà, c'est Bruce Lee. Voilà, tout ce qu'il fait, moi, faites un film que sur lui. Limite, tu remplaces aux acteurs et puis Bruce Lee joue tous les rôles. C'est aussi bien. Donc, tu vois, c'est un peu, je sais pas, moi, dès que je le vois, en fait, même dans ce film-là, du moins, quand je le voyais, je dis, voilà, il est juste. Il est juste, des fois, il en fait un peu trop, il surjoue, mais ça marche. Ça marche, ça va avec le personnage, et puis il a tellement de charisme, et puis il en impose tellement que, moi je prends pleine gueule, quoi. Limite, frappe-moi, quoi, Bruce Lee, mets-moi des tatanes dans la gueule aussi, ça va marcher. J'aurais eu l'honneur de me faire tabasser par Bruce Lee. Et non, c'est, Bruce Lee, non, franchement, ça a beau être la légende d'aujourd'hui, j'espère,
J'espère qu'aujourd'hui il est encore considéré comme une légende parce que Je pense, oui. Après, je sais pas exactement. avec la nouvelle génération, je sais pas, tu vois. Mais je pense qu'il a tellement marqué aussi la génération de nos parents et notre génération, qui fait que, en fait, c'est un peu comme nous avec les enfants. On va leur montrer les films qu'on a aimés quand on était jeunes, quand on avait leur âge, et ça se transmet aussi comme ça. Hein. C'est clair. Mais après, c'est vrai que nous, on était dans la bonne période entre guillemets parce que tout le cinéma asiatique, enfin le kung-fu asiatique, ils sont vraiment arrivés dans les années fin 80, 90. On a grandi avec ça. Enfin, je parle pour mon cas, puis d'autres personnes de ma génération. Et tout ça, en fait, c'est grâce à lui. Oui, et c'est aussi parce que je pense que tous les artistes martiaux d'aujourd'hui vont le citer en référence parce que eux auront grandi avec lui. Quand tu vas t'intéresser à une personne en particulier, qui va te dire, il va dire, moi, mon inspiration et ma légende, c'est Bruce Lee. Après, par ricochet, les gens, ils vont aussi voir, en fait. Ouais, donc, puis... ça peut perdurer même encore aujourd'hui. Ouais, et puis aussi, avec sa culture américaine, il a eu aussi ce recul-là en disant, moi, je vais faire des films de kung-fu typiques de Hong Kong, mais je vais instaurer un peu, que ce soit la production ou des choses un peu à l'américaine, je vais mixer les deux, et ça va en faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, et qui va peut-être marcher dans le monde. Et ça a été le cas. Ouais. Ça a été le cas, et ça a ouvert des portes derrière à énormément de choses, à énormément d'acteurs aujourd'hui, que ce soit comme Sammo, que ce soit comme Jackie Chan, comme Jet Li, ou récemment Donnie Yen. Voilà, c'est ça, et j'en passe, hein, il y a plein de noms que j'oublie, tu vois, mais il y en a eu tellement après Bruce Lee, et grâce à lui, en fait, il a pu instaurer ça, et il a pu aussi mettre une nouvelle dimension dans le cinéma kung-fu, et le kung-fu maintenant s'exporte dans le monde, surtout dans les années 90, c'est exporté comme des petits pains, ça allait partout, c'était puis ça nous faisait tous rêver, quoi. À l'époque, on faisait tous Bruce Lee, on faisait tous Jackie Chan, on faisait tous tout ce qu'on voyait dans les films, et puis c'est grâce à Bruce Lee et puis à l'interprétation de son cinéma de kung-fu, et on a pu en profiter aujourd'hui. Et heureusement, voilà, donc, merci à lui, quoi. Et puis sur une courte période, avec la courte période où il a fait des films, l'impact qu'il a eu dans le cinéma hongkongais, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, il a eu une carrière fulgurante, en fait. Et la notoriété, la popularité qu'il a eu après derrière, elle est restée intacte pendant des décennies. Un génie, tout simplement. Un génie dans son genre. Et on revient sur le film, parce qu'on digresse beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça, enfin, ça fait partie du truc aussi, voilà. On peut pas. Ouais, là, en plus, on l'a pas à chaud, donc. Ouais, et puis on peut pas parler d'un film de Bruce Lee sans parler de Bruce Lee. Ouais, quoi. ça, je suis d'accord. Même si j'ai pas énormément j'ai pas toutes les billes pour en parler tout en profondeur, il y en a qui le feront mieux que moi. Et j'ai des noms en tête, tu vois, je vais les citer tout à l'heure, mais il y a des personnes qui sont beaucoup mieux capables d'en parler que moi. Moi, j'ai pas cette culture-là. J'ai la culture, on va dire, du cinéma hongkongais, la culture des films. J'en ai bouffé beaucoup, mais je suis pas allé creuser ou fouiller vraiment dans les profondeurs du truc pour avoir tout le lore, toutes les petites anecdotes, toutes les petites infos croustillantes à se mettre sous la dent, tu vois. J'ai pas tout ça, tu vois. Ce que tu disais dans l'épisode, je me souviens là, c'est que en fait t'avais pas forcément vu beaucoup de films de Bruce Lee, ou que les films de Bruce Lee t'avaient pas forcément marqué. Par contre, c'était plus tout ce qu'il y avait autour en fait de lui. Oui, c'est vrai. Et beaucoup plus les vidéos de lui que t'avais énormément regardé et c'est vrai, et qui t'ont beaucoup plus marqué que le cinéma à proprement parler. Que ces films. Ouais, c'est vrai, parce que ces films, je les ai tous vus. Je les ai vus tous, je les avais tous en DVD, mais je les ai regardés à chaque fois une fois. Peut-être La Fureur de vaincre, je crois que c'est celui que j'ai le plus regardé, avec Opération Dragon. Je crois que c'est les deux que j'aimais beaucoup, tu vois. Et mais c'est vrai que, comme tu dis, moi après, même encore aujourd'hui, des fois sur YouTube, des fois, je vais regarder des petites vidéos de combat, tu vois. Tiens, ce combat-là dans un film de Jet Li, j'aimais bien. Après, tu bascules sur un tel. Et souvent, je reviens sur du Bruce Lee. Ouais. Et là, pour rebondir sur ce film-là, la scène de fin avec fucking Chuck Norris, il faut en parler de cette scène-là. Chuck, la toison d'or. Bah oui, Chuck, attends, la légende, c'est une deuxième légende. Toujours vivante, mais légende quand même, légende vivante. Alors, on a trouvé la kryptonique de Chuck, par contre, parce que il prend un peu cher quand même. Ouais, l'arrachage de toison. Ouais. Et ouais, peut-être la kryptonite, ouais. C'est ça qui l'a fait basculer justement dans la défaite.
Peut-être. Mais bon, ça a été sa seule et unique défaite, je crois, dans ces films. Ouais. Parce qu'après, derrière, on connaît tous ces mêmes. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux, Chuck Norris, il est toujours au-dessus. C'est clair. Ouais, non, oui, on peut parler de cette scène-là aussi. Ouais. Le face-à-face Jet Li Chuck Norris. Bruce Lee, Chuck Norris. J'ai dit quoi? Jet Li. Jet Li? Oh, pardon, je me trompais. Je me suis fourvoyé. Donc oui, Bruce Lee, Chuck Norris, légendaire. Ouais, non, franchement... Légendaire. Alors, moi, par contre, je suis désolée, mais en fait, j'avais vu avant une vidéo, comment dire, parodique de cette scène-là. Ouais, je vois où la musique est une musique ultra sensuelle, et donc c'est genre, en gros, si tu changes la musique, tu changes le sens du film. Ouais. Et bah, voilà, quand elle a commencé, je fais, ah oui, c'était ça. Non, mais celle-là, je l'ai... J'ai eu un petit rire au début. Je l'ai rogné, cette vidéo-là. Après, tu peux pas me niquer une légende comme ça avec une vidéo, c'est pas possible. Après, voilà, ça, c'est revenu, je me suis... Non, mais cette scène-là, elle est... Ouais, franchement. Légendaire. Puis, dans le Colisée, quoi. Dans le Colisée, voilà, tout est mis en scène de façon parfaite pour que ça reste dans l'histoire. Et ce combat-là, il est resté dans l'histoire pour énormément de raisons. Et ouais, donc Chuck Norris, on ne présente pas, on le connaît tous. Walker Texas Rangers, les pieds dans le pare-brise, les pieds dans la gueule surtout. Dans la bouche. Ouais, voilà, Toison d'or, multiple champion de tout ce que tu veux, même de tout ce qu'il a pas fait, il est champion, parce que c'est Chuck Norris. Chuck Norris passe, voilà. Tout le monde trépasse. Voilà. Et voilà quoi, non, c'est ce combat-là... Mais en plus, moi, quand je l'ai regardé, j'ai vraiment eu un sentiment, c'est ce que je disais dans l'épisode, de respect mutuel. Ouais. Je sais pas si c'était vraiment genre jeu d'acteur ou quoi que ce soit, sachant que tous les deux sont pas des acteurs au départ de comédie, sont pas des comédiens. Oui, Chuck Norris, c'est sa première vraie apparition dans un film. Ok. Ouais, franchement, je trouvais que ça transpirait vraiment un respect mutuel dans le... Ouais, ils se sont rencontrés combat, bien avant, tu vois, dans les années 60, 65, 66. Ils se sont rencontrés, pour quelle raison, je ne sais pas, je ne sais plus. Je pense que si Bruce Lee, il l'a invité sur le film, c'est aussi par respect aussi pour sa carrière. Pour sa carrière. Ouais. Et puis justement, peut-être aussi pour... peut-être, hein, je me trompe peut-être, hein, mais comme c'était pas un peu un enfant désiré, tu sais, de Hong Kong, peut-être justement il est parti chercher dans le continent qui l'a accueilli, dans le continent où il a grandi, donc forcément aux États-Unis, et qu'il a peut-être pris justement ce qu'il y a de mieux aux États-Unis, peut-être pour montrer aussi au monde asiatique, parce que là il aura pu prendre... Il y avait d'autres artistes martiaux aussi forts. C'est peut-être aussi pour confronter un peu toutes les cultures aussi, parce sûr. qu'il aurait pu très bien prendre un champion de karatéka japonais ou... Ouais, bien sûr. Et non, il est parti chercher Chuck Norris. Donc peut-être c'est une forme de provocation, mais moi je pense que s'il allait chercher, enfin j'aime à penser, hein, j'aime à penser que justement entre eux il y a un énorme respect justement pour peut-être humain et peut-être martialement parlant, tu vois. Je pense qu'il y a un énorme respect et puis ça se ressent dans le film. Je sais pas, moi je trouve qu'il y avait vraiment une aura qui se dégageait assez. C'est clair. Belle à voir, quoi, belle à regarder. Tu vois, en parlant de belle, justement belle à voir, la scène de combat où t'as ce petit moment de ralenti, où t'as juste la caméra qui est posée, elle reste fixe, et t'as ce moment où t'as l'impression, en fait, de voir Chuck Norris et Bruce Lee en train de danser tous les deux, en fait. Ouais. Et la scène, elle est très bien, tu vois, nous, on critique souvent les scènes de ralenti dans le cinéma qu'on a parlé récemment. Soit dans Astis No Go By. Où vont les larmes. Et Ainsi vont les larmes, un truc comme ça. Ainsi vont les larmes, ouais. De Wong Kar-wai, où justement toutes les scènes d'action étaient tournées au ralenti. Là, c'était vraiment poussé. En plus, c'est des scènes de ralenti qui sont cutées. C'est plein de scènes superposées. Donc c'est presque indigeste. Là, Bruce Lee, premier film, il te fait une scène où justement, une scène fixe, une scène avec un plan. Ça fait hyper naturel. C'est naturel, c'est beau à voir. Si tu dis, voilà, tu vois deux hommes danser, c'est beau en fait, c'est très bien fait, mais tu les vois en train de faire virevolter leurs bras, leurs jambes à gauche, à droite. Voilà. Moi, c'est toutes les scènes de ralenti justement qui est parlant. Et qui a sa place dans le film. Le film, il finit en plus vraiment sur une scène de combat vraiment chorégraphiée, parce qu'il y a quand même une différence de niveau avec les autres scènes de combat qui sont faites avec la mafia italienne, des choses comme ça, où donc là tu sens que forcément elle retient ses coups, tu sens que c'est plus lent dans la gestuelle. L'exécution n'est pas la même. Et donc voilà, c'est un peu moins crédible, surtout aujourd'hui avec toutes les films où il y a des chorégraphies qui sont hyper dynamiques, puissantes, percutantes.
Mais donc voilà, ça finit vraiment sur où là il y a un vrai combat quoi. Et là il y a deux artistes face à face. C'est ça. Et là tu vois vraiment que les deux ils vont à fond quoi. Et même si c'est chorégraphié, même si c'est faux, c'est maîtrisé. Ouais. C'est maîtrisé, franchement c'est magnifique. 72, tu me sors un truc comme ça. Encore aujourd'hui la scène elle reste iconique. Moi je la regarde, mais je la regarde comme si je regardais une scène d'action d'aujourd'hui, tu vois. Et encore aujourd'hui, on est même plus capable de faire ce genre de scène-là. Tu vois, j'exagère peut-être, tu vois. J'ai énormément de respect pour ce film-là avec le recul parce que comme j'ai dit, voilà, j'y suis allé un peu en me disant bon bah allez, oui, j'avais pas trop aimé, on y va quand même. Et finalement, j'ai énormément de sympathie pour ce film et j'ai un énorme respect pour la scène de fin et j'ai un énorme respect pour les deux artistes à la fin. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Ouais, carrément. Franchement, c'est un très bon film. Et les bémols qu'il peut y avoir sur le film, c'est assez, pour moi, anecdotique dans le sens, il y a des faux raccords dans le film, il y en a plusieurs, mais c'est pas, limite, ça joue dans le côté comédie, en fait. Ouais. Dans les actions, ou dans les situations ou dans le texte. Et puis après, un point qui a vieilli, mais qui, voilà, c'est représentatif juste de l'époque, quoi, bah, c'est les personnages féminins qui sont nazes. Ouais, ils sont nazes. Mais je pense que c'était pas, malheureusement, c'était pas une époque où on cherchait à faire des personnages féminins intéressants. Non. Et donc voilà, franchement, moi j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé ça. Je suis contente d'avoir commencé par ce Bruce Lee là. Je me dis ça peut aussi permettre de continuer à faire crescendo sur sa carrière. Et puis en fait, je suis vraiment contente d'avoir juste découvert Bruce Lee parce que c'est quand même une légende. Je savais que j'avais quand même un peu un train de retard. 8000 trains de retard, je crois, à peu près. Mais voilà, non, franchement, je suis contente de l'avoir vu. Ah, je suis content que t'aies apprécié quand même, parce que j'avais un peu cette peur-là, parce que moi-même, tu sais, déjà à l'époque, je trouvais que c'était déjà assez vieillissant. Ouais. Et je me suis dit, wow, là, en 2024, mater du Bruce Lee pour la première fois. Ouais. Et je me suis dit, bon, je lui affiche peut-être quelque chose de violent à la pauvre petite, mais... Pauvre petite. Mais bon, au final, non, si tu l'as bien reçu, je suis content. Ouais, non, franchement, après, je l'ai vraiment regardé aussi en me disant, c'est un film des années 70, c'est un premier film de Bruce Lee, mais justement, j'y ai pas trouvé de gros défauts, en fait. Comme je dis, comme les points que je viens d'évoquer, c'est les petits trucs qui, effectivement, peuvent être critiquables sur le film, mais c'est anecdotique, c'est pas, et je trouve que autant sur l'histoire qui est c'est un scénario en soi assez simple mais qui fonctionne et qui est efficace et qui est bien traité. Et après bah voilà, Bruce Lee, bon bah je pense qu'on a un peu besoin de le présenter. Il gère un niveau combat quoi. Ouais, ça on l'a pas touché à se faire là-dessus. J'ai pas besoin de vous l'annoncer. Ouais, non, ça c'est clair, ça c'est de toute façon on le sait tous hein, mais non ouais, c'était non franchement très très bonne surprise. Je suis très content de m'être foiré dans mon type de film. Ouais, franchement parce que comme tu disais ça se trouve tu l'aurais pas mis en fait. Ça se peut je l'aurais pas mis, ouais. Ça se peut je l'aurais pas mis. Et pour le coup, bah je suis content, tu vois, c'est un signe du dessin, il m'a dit non toi mec, tu te trompes sur ce film là. Faut que tu le regardes à nouveau. Ouais, c'est ça. Et bah je suis content. Et est-ce que t'as une scène préférée? Ouais, moi c'est la scène d'intro que je trouve excellente et qui aussi je pense m'a amené à voir le film d'un œil très positif. Voir le film d'un œil très positif. Donc en fait ça commence sur un gros plan de Bruce Lee. Au fur et à mesure la caméra s'éloigne. Donc comme tu disais tout à l'heure, on comprend qu'on est dans un aéroport, on entend le haut-parleur parler en italien ou en français. Et au fur et à mesure, donc la caméra s'éloigne et on voit une vieille qui fixe Bruce Lee, mais de manière hyper ostentatoire. Ouais, elle insiste. Hein. Mais même son mari, il arrive à un moment et elle percute pas qu'il est là. Quoi. Ouais. Et en fait, cette scène, je pense qu'elle amène tout de suite le racisme et la différence culturelle. Ouais. Et vraiment le côté de dire, je suis pas dans mon pays et les gens, ils comprennent pas pourquoi je suis là, quoi. Et en fait, je trouve que en 1 minute ou 2 minutes, il arrive à poser un décor et toute la problématique qu'il va avoir dans le film, et ça fonctionne très bien. Je trouve que c'était une scène auquel je m'y attendais pas du tout en fait. Je m'attendais pas à avoir un niveau comme ça de réalisme aussi en fait, tu vois, et puis un peu de sérieux parce que voilà, il y a le côté un peu gag parce qu'elle le bloque et donc elle a une tête un peu où visuellement ça peut paraître comique. Le fond il l'est pas et il était sérieux et je trouve donc toi tu voyais du racisme dans ce truc là? Pas forcément du racisme moi je vois plus de genre une curiosité en fait.
Alors c'est ça, c'est qu'en fait il y avait un peu de crainte, tu sentais dans son regard. Ah, je sais pas, moi c'était plus ce genre, tiens, j'en ai jamais vu des comme ça, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, peut-être que c'était... Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de peur, tu vois, donc forcément, c'est vrai que j'ai utilisé ce terme-là, mais... Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, je voyais plus le côté nouveauté, tu vois, genre, ouais, mais c'était pas avec intérêt. Elle le regardait pas avec intérêt, ouais, tu vois, c'est je ça. sais pas. Ok, peut-être. Moi, je l'ai pas perçu comme ça. Donc, voilà, moi, c'est vraiment la scène qui m'a mis tout de suite dans le film, et que j'ai trouvé très... Très après, bien. derrière, il y a d'autres scènes qui sont très sympas. Oui, avec la scène juste la scène derrière avec le restaurant. Oui, mais avec le gamin. Oui. Le gamin où tu vois, voilà un peu cette, comment dire, cette différence culturelle où justement t'as lui qui se retrouve face à un gamin qui mange une glace et puis il voit une glace, il dit tiens, je vais essayer de lui demander où c'est que je peux avoir à manger. Et en fait, il fait un geste justement, puis moi je trouve que c'est super intelligent justement de faire un plan où on est en contre-plongée pour bien signifier que c'est le regard de l'enfant. Ouais. Et où tu vois t'as une vision d'horreur sur la tête de Bruce Lee qui essaie de demander à manger, mais en fait que l'enfant lui voit plus il voit une grosse grimace. Il voit une grosse grimace alors qu'en fait c'était pas le but premier. Ouais. Et en fait j'ai trouvé ça super intelligent. Et oui, après t'allais parler de la scène du restaurant. Oui, la scène du restaurant, moi c'est ça me fait penser à une scène dans Mr Bean. Ouais. Où justement j'ai l'impression que Rowan Atkinson justement il s'est inspiré de cette scène là pour le mettre dans un épisode de Mr Bean où justement il est dans un restaurant à Paris et où il se retrouve face à c'était des huîtres, je crois. Oui, en fait, il commande un plateau de fruits de mer et il se retrouve avec des huîtres. Parce qu'il savait pas ce qu'il commandait, en fait. Ça. Ouais, en fait, en gros, il se laisse porter par le serveur qui lui amène ça et oui, parce qu'il fait genre, il connaît, et puis il fait, et là, Bruce Lee, c'est un peu ce qu'il fait. Il arrive dans le restaurant, il voit la carte, il fait, waouh, je peux pas lire ça, moi. Et puis, tu vois, il regarde la carte, et puis il fait genre, t'as la serveuse à côté de lui, qui est un peu blasé, puis lui, il fait genre, bon, allez, ça. Puis il reçoit, 5 soupes. 5 soupes, et il sait pas ce qu'il a pris, mais il a faim, donc, c'est pas grave, je mange. Puis cette scène-là m'a fait vraiment penser à Mr Bean et je pense que Rowan Atkinson c'est vachement inspiré de cette scène-là et franchement ça serait beau. Ouais, c'est clair. J'ai pas l'info exacte mais ça serait vraiment beau que si ça servait d'inspiration. Donc moi en fait je te rejoins aussi sur la scène préférée parce que j'allais dire la scène de fin mais c'est beaucoup trop facile. Mais je trouve que la scène d'intro comme tu dis elle est très marquante. Ouais. Et je trouve que tu mets vraiment bien le pied là où Bruce Lee veut nous mettre. Ouais, cool. Tu vois, les différences culturelles, nouveau pays, barrière de la langue, plein de choses. Et je trouve qu'en la scène d'intro, en fait, il arrive à tout mettre en place et tu dis voilà. Alors que mine de rien, sur le lieu, on n'est pas sorti de l'aéroport. Voilà, ouais, c'est ça. Et voilà une scène d'intro justement qui veut tout dire, qui instaure bien comme il faut les personnages et puis les situations et toutes les différences. Ouais, elle est hyper efficace, moi, je trouve. Franchement, c'est du génie pour quelqu'un qui fait un premier film comme ça. C'est du génie. Franchement, il a tout compris. C'est malheureux qu'il soit mort trop tôt parce que moi, j'aurais bien voulu voir comment il aurait pu continuer sur sa lancée en se disant, je vais réaliser d'autres films un peu comme ça, en parlant un peu de son passé, de son vécu, comme il l'a fait pour ce film-là. Et ça aurait été hyper intéressant. Je pense qu'il aurait pondu d'autres choses derrière. Tu vois, on le saura jamais, hein. Mais j'aime à penser ça. Et non, moi je te rejoins sur cette scène-là parce que c'est vrai que elle ouvre bien le film et elle est très bien. Elle est très très bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, complètement. Et on vous invite à aller le voir. Hein. De toute façon, je pense qu'il est assez facilement trouvable. Ouais. Je pense que vous allez dans un cache dans votre coin, vous fouillez un peu les bacs DVD, vous allez les trouver. Même, je crois que toutes les Fnac et tout, ils ont des coffrets tous les ans avec les complètes. J'avais regardé sur Amazon justement parce que je me suis dit tiens, est-ce qu'on l'achèterait pas nous pour mettre dans la collection? Il y a 50 000 coffrets. Que ce soit, enfin moi je parle pour le Canada. Énormément d'éditions américaines. Ouais. Je voyais 5-6 coffrets différents, donc je pense que c'est des éditions qui sont assez faciles à trouver. Et de toute façon, même ils existent aussi beaucoup en VOD, sont faciles à trouver. Nous on l'a pris en VOD, pour le coup c'était facile. Non, voilà, franchement Bruce Lee, pour le coup, il faut y aller. C'est pour ça que je pense que la légende perdure parce que justement il est pas tombé dans l'oubli quoi. Ouais, et puis tant mieux, c'est bien. Complètement. Et puis même en 2024, c'est toujours bon à découvrir. Ouais. Et ou à redécouvrir, donc foncez. Carrément. Donc voilà, c'était la Fureur du Dragon et c'était un agréable moment pour nous. Et voilà. J'ai hâte d'en voir d'autres. Ouais, pareil.
Et on va passer à la suite, mais bon, comme on vous a dit, c'est un épisode qu'on a déjà enregistré, donc on va pas refaire le quiz. Le quiz, on va vous passer là-dessus, mais avant ça, on va parler quand même de recommandations. Oui. Vas-y, après toi. Alors moi, je vais parler d'un roman de Baptiste Beaulieu qui s'appelle Celle qui l'attendait. C'est une histoire d'amour, une histoire de vie. C'est très très beau, c'est très poétique. Donc c'est l'histoire d'Eugénie, c'est une inventrice, donc qui est pleine d'imagination, de projets un peu farfelus, et qui s'isole beaucoup du monde. Et elle rencontre Joséphin, qui lui est assez énigmatique. Il est né dans un pays en guerre, donc forcément marqué par cette période-là. Et tous les deux, ils vont se rencontrer. Et ça va être un peu une histoire d'amour enchevêtré dans différentes timelines, on va dire. C'est très très beau. Donc juste pour vous mettre un petit extrait de la 4e de couverture. Une rencontre improbable, une histoire d'amour hors du temps. Donc c'est très beau, ça parle de beaucoup de représentations de la société, donc les préjugés qu'on peut avoir sur une partie de la population. Et voilà, c'est un très beau livre que je recommande, qui est très poétique, tel qu'il attendait de Baptiste. Très bien. À toi. À moi, moi je vais parler en début d'épisode de personnes qui seraient beaucoup plus aptes à parler de cinéma hongkongais, notamment de kung-fu. Et je vais vous conseiller 2 podcasts. Et je vais commencer avec Aiki dans ton podcast, donc présenté par Jazz et Seb. Alors eux, leur podcast, moi je suis fan de leur podcast, hein, personnellement. C'est pas parce qu'on a ses copains qu'on a enregistré avec eux. C'est vraiment honnête. J'adore vraiment leur podcast. J'ai découvert avec les premiers épisodes où ils ont parlé de Only the Strong et de Combat de Maître. En 2 épisodes, Ils m'ont convaincu. C'est mes 2 films préférés en fait. Dans un, il y a Jackie Chan avec Combat de Maître. Dans l'autre, il y a Mark Dacascos dans Only the Strong. Moi, ils m'ont vendu le truc. Ils m'ont vendu le concept et j'ai adhéré tout de suite. Mais et puis derrière, forcément, ils ont fait déjà pas mal d'épisodes et ils ont continué à me mousser avec leur film. Ça, voilà, ils sont passés par les Tortues Ninja, le premier du nom. Ils sont passés par Power Rangers, le film, qui est un film doudou pour moi parce que j'ai découvert ça étant jeune avec mon frère. On l'a bouffé ce film-là, on le connaît par cœur. Ils ont fait tellement d'épisodes ultra sympas. Et d'ailleurs, pour le coup, je m'auto-promotionne aussi. Je suis passé dans l'épisode où j'ai présenté 3 films d'arts martiaux dans leur émission. Et l'épisode voilà. qui est sorti, que vous pouvez écouter. Et Céline aussi a fait un épisode qui devrait pas tarder à sortir au moment où vous allez écouter cet épisode-là. Donc oui, Aiki dans ton podcast, allez écouter justement pour le cinéma d'action en tout genre, que ce soit hongkongais, que ce soit américain, tous les continents. Ils en parlent très bien. C'était super d'enregistrer avec eux. Ils sont très sympas. Ils sont super cool et puis j'adore leur concept et franchement foncez. Et je vais parler justement, je vais faire un lien justement avec aussi Aiki dans ton podcast parce que il y a Max Pereira qui a aussi un podcast qui s'appelle le Raging Fire Club. Okay. Donc, mais là, il est pas tout seul. Il est avec d'autres personnes où justement, il parle vraiment de cinéma hongkongais et pas que. Ils ont fait un épisode, par exemple, sur Golgo 13, donc animation. Ils ont fait des épisodes sur le cinéma d'action japonais. Okay. Donc, ils font vraiment plein mal de trucs, mais ils font vraiment beaucoup d'épisodes sur des films hongkongais, sur des acteurs hongkongais, sur des personnes qui sont beaucoup moins connues. Tu vois, par exemple, ils ont fait un épisode sur Donnie Yen, par exemple. Ouais. Leur premier épisode, je crois que c'était Donnie Yen. Ils ont fait d'autres épisodes derrière avec des acteurs que moi j'ai découverts. Ok, vraiment un peu plus obscur pour ceux qui sont vraiment calés dans le cinéma hongkongais, quoi. Et ils vont chercher très loin, tu vois, là, par exemple, ils ont sorti un épisode aujourd'hui. Je vais aller l'écouter dès lundi. Donc c'est un épisode avec Tony Liu. Donc c'est pareil, ça va être une découverte pour moi. Et j'adore ce qu'ils font aussi parce que justement, eux, ils ont une énorme culture du cinéma hongkongais. Ils vont vraiment chercher hyper loin dans des références que soit j'avais jamais entendu parler, soit j'avais vaguement entendu parler, ou des trucs obscurs que moi j'avais déjà vu à l'époque, mais qui m'étaient sortis de la tête. Ouais, ou que t'aurais été incapable de retrouver le titre, quoi. Voilà. Et ils reparlent de choses, des fois je dis, oh mais ouais, putain, je l'avais vu ce film-là, je me rappelais plus. Et voilà, je prends des notes de mon côté, je dis, tiens, ce film-là, faut que je le regarde à nouveau, ou faut que j'aille découvrir ces films-là. Tout ça pour vous dire que ces 2 podcasts-là, justement, ils parlent d'action, de films d'action, que ce soit hongkongais ou autre. Ils le font très bien.
Et voilà, c'est franchement foncez à aller écouter ça. Moi, je vous dis ça parce que en plus, il parle beaucoup de cinéma asiatique. On est très très peu en podcast à parler de ça. Et c'est important aussi de promouvoir les collègues qui parlent de cinéma asiatique, parce qu'en fait on est un peu tous dans la même démarche en fait. Bah oui, on est passionné par ça, on veut justement que ça se démocratise, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent qui viennent rejoindre un peu la clique quoi, qui viennent découvrir des choses ou qui viennent redécouvrir. Peut-être il y a des personnes à l'époque ils ont bouffé aussi du cinéma hongkongais ou coréen ou japonais qui ont un peu abandonné, puis ça a peut-être leur donné envie de revenir à ça. Et voilà, enfin nous on nous inclut dedans, nous aussi c'est notre but aussi, c'est ça. Et je pense que c'est important aussi de mettre un peu la lumière sur les collègues et puis mais surtout qu'ils font un bon travail. Qu'ils font un super travail. C'est entièrement mérité. Moi c'est des podcasts, je sais que dès qu'ils sortent un nouvel épisode voilà, moi en général je suis le premier, enfin le premier non, c'est un peu c'est le premier du Québec quoi. Ouais, peut-être le premier du Québec. Mais tu vois, par exemple, le nouvel épisode de Raging Fire Club, il est sorti aujourd'hui, mais bon, je sais que je l'écouterai lundi parce que mes podcasts, je les écoute au travail. Donc dès lundi, premier épisode que je vais écouter, ça sera celui-là. Et en général, dès que iKick sort aussi son épisode, c'est le premier que j'écoute de la journée. Donc voilà, c'est faux, c'est sans lèche. Hein. Moi, je fais pas ça pour récupérer, la gratitude de leur part ou quoi que ce soit. C'est vraiment sincère, c'est vraiment des podcasts que j'adore et je vous invite vraiment à aller découvrir ça. Donc voilà, c'était tout pour moi. Et donc comme on l'a dit, le quiz, on va pas refaire les questions comme pour la dernière fois, on va juste on va juste vous donner le score. Donc Céline elle a une avance confortable pour cet épisode-là, elle est passée à 25 pour elle et 22 pour moi. Donc voilà. On creuse l'écart. Attention, faut que tu remontes. Hein. Ouais, mais j'ai le score de la semaine prochaine. Hein. Je veux pas le teaser, mais vous verrez bien. Donc on va pas non plus refaire la pioche. On va regarder la semaine prochaine. On va pas regarder, pardon, parce qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On va faire un épisode sur Pluie Noire. De Imamura. Voilà. Et donc ça va être un. On va réenregistrer l'épisode comme pour celui-là. Donc encore une fois, désolé pour le problème et le fait qu'on soit pas vraiment sur un visionnage à chaud. Mais on essaie de faire notre mieux pour le réenregistrer. Avec le plus de détails possible, même si c'est un peu à froid, mais bon, on essaie de faire notre mieux. Et j'espère quand même ça va vous plaire. Et promis, après Pluie Noire, on va reprendre un bon rythme et une bonne technologie. Un bon rythme, voilà, si mon ordinateur fait pas des siennes. Sinon, j'appelle au don. Lancer un Patreon. Ouais, je sortais un Patreon, je m'achète un nouveau PC. Non, voilà, blague à part, oui, rendez-vous la semaine prochaine pour Pluie Noire. Ouais. Avec le deuxième film de Imamura après la balade de Narayama. C'est ça. On va pas vous teaser ce qu'on en a pensé tout de suite, mais on vous donne rendez-vous. Découvrir ça. Découvrir ou redécouvrir peut-être un film que vous connaissez. Et ça promet d'être intéressant. Ouais, complètement. Sur ce, portez-vous bien. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Et bye.